Bonjour tout le monde. On va commencer. Il y a encore quelques personnes là, qui sont encore en train de rentrer dans le webinaire d'aujourd'hui. D'ailleurs, webinaire qui tombe à point avec la Semaine nationale de la santé et sécurité du travail. Le Bureau de normalisation du Québec, le BNQ, est heureux de vous savoir en si grand nombre ce matin avec nous pour vous présenter, dans le cadre de notre 60e anniversaire, un petit survol des normes et des certifications qui ont pour but de favoriser la santé et le mieux-être au travail. Avant de commencer, je me présente, Alexandrine Huyot, conseillère industrielle au Bureau de normalisation du Québec. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues. Tout d'abord, M. Guillaume Bergeron-Clary, qui lui est auditeur au BNQ. Bonjour. On a également avec nous Mme Isabelle de Surmont, qui est responsable de programme et auditrice. Bonjour. Donc, rapidement, la présentation va se dérouler comme suit. Donc, voici un petit plan de présentation. On va commencer avec une courte introduction sur le BNQ. Ensuite, Guillaume et Isabelle vont pouvoir vous parler de l'importance de la santé et du mieux-être au travail. Donc, on va survoler les normes et les programmes de certification qui peuvent être applicables à vos organisations. Et finalement, on va terminer avec une période de questions. Donc, on vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses qui est au bas de votre écran, donc Q et R ou Q&A là, en anglais. Donc, on vous invite à nous envoyer vos questions dans le courant de la présentation, puis on se garde une dizaine de minutes à la toute fin pour répondre aux questions. Donc, aussi, je tiens à préciser là, que la présentation est enregistrée, donc on va être en mesure là, de vous faire parvenir l'enregistrement dans les jours qui vont suivre. Je le disais un petit peu plus tôt, le BNQ fête ses 60 ans, donc vous vous douterez qu'on a été créé en 1961. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le BNQ est depuis 2020 une unité d'affaires indépendante d'Investissement Québec. Le BNQ, ça regroupe plus de 65 employés et on travaille également là, avec un réseau de sous-traitants qualifiés. Nous avons un bureau à Québec ainsi qu'un bureau à Montréal, ce qui nous permet de couvrir l'entièreté du territoire québécois. On est aussi là, grandement actif au niveau canadien et au niveau international. Donc, depuis les tout débuts du BNQ, la mission consiste à contribuer à l'essor économique et social du Québec. Donc, le BNQ élabore des normes et des programmes de certification en concertation avec les milieux d'affaires, industriels, sociaux et gouvernementaux. Quand on parle d'essor social, eh bien, les normes et les certifications qu'on va vous présenter aujourd'hui vont vous démontrer là, à quel point le BNQ peut avoir un impact favorable sur la société, sur le Québec. Donc, de manière générale, les normes et les certifications vont avoir pour but de favoriser l'innovation, l'amélioration des pratiques, l'amélioration de la qualité des produits et des services et leur acceptation sur les différents marchés. Le BNQ travaille selon des méthodes qui sont reconnues internationalement et nous avons différentes accréditations qui nous permettent d'offrir les services suivants. Tout d'abord, le BNQ fait de l'élaboration de normes consensuelles. Donc, le rôle du BNQ, c'est vraiment d'animer des comités d'experts qui se penchent sur des sujets en particulier et qui définissent des exigences ou des critères que doivent respecter, par exemple, un produit, un service ou des pratiques d'affaires. Le BNQ fait également de la certification, donc certification de produits, processus, services et systèmes de gestion. La certification peut être faite soit sur des normes que le BNQ élabore ou encore la certification peut être faite selon des normes canadiennes, américaines et internationales comme les normes ISO. Le BNQ est aussi un organisme accrédité de vérification de gaz à effet de serre. Nous offrons aussi un service d'évaluation des laboratoires pour ceux qui souhaiteraient obtenir une accréditation auprès du Conseil canadien des normes. Et finalement, comme le BNQ est l'organisme mandaté par l'État pour animer les activités de normalisation au Québec, eh bien, nous prenons également en charge la gestion de comités en lien avec l'ISO, ce qui permet de faire rayonner l'expertise québécoise à l'échelle internationale. Donc, au cours des 60 dernières années, le BNQ a développé une expertise dans tout ce qui a trait à la gestion des organisations. Plus spécifiquement, dans certains secteurs comme l'agroalimentaire, l'environnement, la foresterie, les infrastructures, le BNQ a aussi des normes et des certifications qui vont viser à assurer la protection des consommateurs et du public en général. Et finalement, une dernière expertise du BNQ, la santé et le mieux-être au travail.
Donc, le BNQ s'est penché sur la question là, au cours des dernières années, étant donné qu'il y a beaucoup d'enjeux liés à la main-d'œuvre. Donc, on est heureux aujourd'hui là, de vous parler un petit peu plus en détail de nos normes et de nos certifications en matière de santé, de sécurité et de mieux-être au travail. Donc, je laisse tout de suite la parole à Isabelle et Guillaume. Alors, merci Alexandrine pour cette présentation. Alors, pour vous mettre un petit peu en contexte sur, bien qu'on est certain que vous êtes toutes et tous sensibilisés à la chose, juste quelques éléments factuels qui vont vous permettre de comprendre l'importance des défis qui sont liés à la main-d'œuvre. Donc, chaque semaine, c'est toujours vrai, c'était vrai il y a déjà plusieurs années, mais on dit qu'il y a approximativement 1 demi-million de personnes qui s'absentent du travail pour cause de santé mentale ou de maladies associées à la santé mentale. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, un travailleur sur 5 aussi mentionne que les exigences du travail vont se répercuter presque ou toujours dans leur vie personnelle. Donc, 20 des gens disent le travail a un impact sur ma vie personnelle. Et si on parle un peu plus du volet sécurité au travail, ben, le coût moyen d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle là, est de 32 848 $. Donc, quand même des données significatives qui nous font réfléchir sur l'importance de prendre soin de la santé et du mieux-être de nos employés. Donc, pour commencer, j'aurais envie de poser la question suivante aux participants. Donc, vous allez être invités à voter. Donc, selon vous, quels sont les principaux enjeux de main-d'œuvre que vous rencontrez actuellement? Peut-être certains auront envie de dire que c'est toutes ces réponses, mais vous êtes peut-être plus touchés par un ou l'autre des sujets. Donc, on vous laisse encore un petit peu de temps. Donc, avec les réponses recueillies actuellement, les deux principaux enjeux mentionnés, attraction de main-d'œuvre, rétention de personnel, soyez assurés que je ne suis pas surprise des résultats. C'est un défi important, on en parle dans les médias, dans le secteur hospitalier, manufacturier, les PME, ce sont des enjeux extrêmement importants. Ça peut freiner la croissance, ça peut forcer on l'a vu dans d'autres domaines, réduire des heures d'activité parce qu'on n'est pas en mesure, on n'a pas la main-d'œuvre disponible pour ce faire. Ça peut être de refuser des contrats. Donc, c'est tous des freins à la croissance économique. Et il y a des enjeux importants que vous nous mentionnez aussi dans les résultats du sondage. La conciliation travail-famille, c'est effectivement un enjeu excessivement important des candidats que les entreprises souhaitent recruter. Et au niveau de la sécurité, santé, sécurité de l'environnement, pratique de gestion, bien évidemment, la période dans laquelle on est, un peu moins intense qu'il y a 18 mois, mais quand même a soulevé des préoccupations à l'égard de la sécurité de l'environnement de travail, mais également au niveau de la conciliation travail-vie personnelle. Donc, fort intéressant, vos réponses. Puis, vous allez voir, on va en fait essayer de vous démontrer que par les normes qui sont en fait des guides de bonnes pratiques élaborés de façon consensuelle, vous pouvez répondre
à ces préoccupations-là que vous avez, non seulement pas depuis ce matin, mais qui vous préoccupent dans votre quotidien. Donc, au BNQ, nous avons des normes et des programmes de certification. Donc, certaines normes ont des programmes de certification, d'autres pas, parce que, par exemple, ce sont des guides de bonne pratique et elles n'ont pas été élaborées, en fait, pour certifier une organisation. Les programmes de certification pour lesquels il existe des normes, il y a le programme de certification et la norme entreprise en santé qui a été révisé en 2020. Sa première publication était en 2008. Elle est devenue une norme nationale du Canada. Et il y a la norme internationale ISO 45001 qui est une norme de système de gestion en santé et sécurité au travail. Donc, pour ces deux normes-là, le BNQ offre un programme de certification aux entreprises qui veulent être reconnues pour adopter les meilleures pratiques dans ces deux volets-là. Il y a également une certification. Donc, il n'y a pas de normes, mais il y a vraiment un programme de certification qui s'appelle Employeur remarquable, qui peut vraiment aussi répondre aux besoins de plusieurs organisations. Je n'élabore pas sur le contenu parce qu'on va y revenir plus tard. Et comme norme, nous avons la norme santé-sécurité psychologique qui peut être utilisée autant en complémentarité avec les autres programmes de certification pour améliorer vos démarches. Et il y a la norme en fait, c'est un guide de bonne pratique, donc il n'y a pas de programme de certification pour favoriser l'embauche, le maintien et le retour des emplois en emploi des travailleurs expérimentés. Sujet d'actualité aussi. C'est une main-d'œuvre expérimentée qui aura des besoins peut-être particuliers, mais qui est une source et un bassin intéressant de personnes. Donc, c'est un guide pour vous aider. Donc, je vais débuter en vous parlant de la norme entreprise en santé. En fait, cette norme-là, elle est structurée de façon simple, je vous dirais. Donc, sa structure, il y a 5 chapitres dans lesquels il existe des exigences. Et là, je n'ai pas fait une erreur de frappe. J'ai fait référence au chapitre de la norme pour que les gens puissent bien faire l'appariement. Donc, il y a 5 éléments importants dans la norme entreprise en santé. D'abord, l'engagement de la direction, le comité de santé mieux-être à mettre en place pour déployer la démarche et la soutenir, la collecte de données qui est un élément essentiel, le plan d'action qui va être arrimé avec les résultats de la collecte de données, puis l'évaluation des interventions que vous aurez planifiées dans votre plan d'action. La norme est structurée de façon à faire ressortir 4 sphères d'activité qui ont été reconnues par des experts pour avoir un impact sur la santé, que ce soit, quand je vais vous parler de santé, là, je vous fais la précision tout de suite, je vous parle tout autant de santé physique que de santé psychologique. Donc, la santé, ça couvre ces deux volets-là et qui aura un impact donc sur la santé des individus. Donc, il y a la sphère pratique de gestion. Je vais vous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste. La conciliation travail-vie personnelle également. L'environnement de travail, qui est l'environnement dans lequel les gens travaillent, le bruit, le son, le bruit, la chaleur, la ventilation, mais aussi tout ce qui est volet sécurité des gens. Et évidemment, on ne saurait passer à côté des habitudes de vie, qui est quand même aussi un autre des éléments importants. La norme révisée en 2020, au lieu d'avoir 2 niveaux d'engagement, a maintenant un 3e niveau d'engagement pour faciliter la progression des entreprises d'un niveau vers l'autre. Alors, quand je vous parlais des sphères d'activité, dans les pratiques de gestion, qui est le carré en haut à gauche, l'encadré, je devrais vous dire,
On parle en fait de différents facteurs qui peuvent avoir un impact sur les individus dans leur milieu de travail. On pense à, par exemple, la charge de travail. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler, surtout quand on est en pénurie de main-d'œuvre. On n'aura qu'à penser qu'au secteur hospitalier, vous comprenez qu'ils sont dans cette situation-là. Eux autres, ils savent ce que ça veut dire, effectivement, la charge de travail. Le développement des compétences aussi, quelle planification on donne aux gens pour qu'ils puissent développer leurs compétences et se développer autant professionnellement que personnellement, le soutien des collègues, la communication, le transfert d'informations. Donc, ce sont tous des éléments qui sont considérés dans la sphère pratique de gestion. Conciliation travail-famille, ça peut comprendre différents éléments. Comme vous allez avoir la présentation, je ne veux pas vous faire la lecture de tout ça, mais on pense, par exemple, à un horaire de travail flexible. Plusieurs d'entre vous, sinon une très, 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 très grande majorité au cours de la dernière année et demie, avaient connu le télétravail si vous ne le connaissiez pas auparavant. Donc, là, les organisations sont en train de réfléchir comment ils vont le fonctionner pour répondre à ce besoin-là. Qui est fortement exprimé de la part des gens en disant, de notre côté, ça nous rend service, ça nous aide à concilier nos activités professionnelles et personnelles. L'environnement de travail, je vous en ai glissé un petit mot lors de la dernière diapositive. On parle entre autres d'ergonomie, de l'environnement sonore, de la salubrité, de la propreté dans laquelle on travaille. Puis est-ce que je suis à risque de me blesser quand j'exécute mon travail? Si je suis en milieu manufacturier, est-ce que les risques liés à une possible blessure sont bien maîtrisés? Puis si je travaille, par exemple, comme policier, intervenant psychosocial, est-ce que j'ai des mécanismes ou des moyens pour me soutenir dans des situations difficiles, par exemple, quand on pense à la sécurité psychologique? Puis au niveau des habitudes de vie, je ne vous ferai pas un grand laïus, mais on peut penser entre autres au sommeil, aux habitudes alimentaires, à l'activité physique, mais il y a différents thèmes qui peuvent être sondés auprès des gens, en fait, pour voir quels sont leurs besoins. Je ne vais pas plus loin concernant la norme entreprise en santé, puisque le 15 septembre dernier, nous avons fait une séance d'information uniquement sur cette norme-là et la présentation est disponible sur le site Internet du BNQ. Vous pouvez en faire la demande. Donc, on vous invite en fait à aller regarder cette présentation-là si vous êtes intéressé à en savoir plus. Excellent, super. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup également, Alexandrine, pour l'introduction. De mon côté, dans les prochaines minutes, je vais introduire, donc je vais vous présenter deux autres programmes qu'on a qui sont en lien naturellement avec la santé mieux-être et l'aspect sécurité. Deux programmes qui sont grandement en demande actuellement et donc le but aujourd'hui dans cette présentation était d'abord et avant tout de faire un survol, donc d'augmenter un peu la visibilité des différents programmes et dans l'éventualité où, en fonction de ce qu'on vous présente, il y a un intérêt de votre côté, on pourra rentrer en communication par la suite pour aller un peu plus en détail au niveau là, des différents processus. La première norme, vous la voyez à votre écran actuellement, c'est je dis la norme, voyez-vous, j'ai fait un petit lapsus de mon côté, c'est une certification employeur remarquable et une des distinctions, justement, c'est qu'elle ne repose pas sur une norme de bonne pratique. Donc, un peu pour faire un lien avec ce qu'Isabelle vient de nous présenter, employeur remarquable, on n'a pas l'obligation de mettre en application l'ensemble des exigences d'une norme pour être conforme ou pour obtenir la certification. Je fais un lien également avec la question qu'on vous a posée d'entrée de jeu, une question que je considère super pertinente, d'autant plus en fonction des réponses que vous nous avez transmises. Donc, naturellement, en étant sur le terrain comme auditeur, on constate un peu les mêmes enjeux que vous nous avez partagés. Et nous croyons que la certification entreprise employeur remarquable peut répondre justement à certains de ces enjeux-là. Donc, le but employeur remarquable est d'abord et avant tout de vous aider à identifier votre marque employeur, si je peux appeler ça comme ça. Donc, de vous identifier, vous aider à bien positionner votre marque employeur. Et c'est une certification
qui repose sur la mise en place d'un sondage. Donc, il y a une particularité, c'est que le BNQ a une entente avec une firme externe qui est Groupe Ambition. Donc, le mandat de Groupe Ambition est de réaliser avec les clients un sondage organisationnel qui va toucher à 69 questions pour être précis sur 13 sphères ou 13 pratiques de gestion. Et ces éléments-là vont vous permettre justement de bien identifier autant vos forces, donc les éléments, vos leviers, essentiellement les éléments sur lesquels on devrait appuyer notre marque employeur, et également identifier vos faiblesses ou vos opportunités d'amélioration. Un élément super positif de ce programme-là, selon nous, c'est que la clientèle ciblée par votre sondage sont vos employés. Donc, ça devient une lecture directe de la perception qu'ont vos employés par rapport justement à vos pratiques de gestion. Fait que ça va vous permettre justement de travailler sur principalement 4 enjeux super importants. Premièrement, l'attraction de vos gens, du personnel, hein, donc en misant sur une image de marque, sur une marque employeur forte. Également, de travailler sur la rétention de vos gens. Donc, en ayant une bonne lecture de nos forces, une bonne lecture de nos faiblesses, vous allez voir justement les opportunités d'amélioration sur lesquelles vous allez devoir travailler. Et ça va vous créer également des incitatifs pour, je dirais, développer des plans d'action en collaboration avec le groupe Ambition pour trouver des façons de mobiliser également votre personnel. Le rôle du BNQ, donc notre rôle, Isabelle et moi notamment, ça va être une fois que le sondage est réalisé, nous, on va analyser et interpréter justement les résultats pour s'assurer qu'ils respectent des standards de conformité en lien avec le fascicule employeur remarquable. Donc, le BNQ va faire une validation, comme on voit à l'écran actuellement, indépendante justement des résultats pour s'assurer qu'il y a une qualité et une rigueur également au niveau de la démarche avant d'émettre la certification. Ce que vous voyez également au niveau de l'identification visuelle actuellement, c'est qu'il y a 2 types de certifications. Employeur remarquable, donc qui repose sur les 69 questions que je parlais, et également certaines organisations vont cibler l'employeur remarquable avec diversité ethnoculturelle. Donc, le fascicule, en fait, qui est un peu le protocole de certification, va parler, entre autres, que dans certains cas, lorsqu'on a pas une clientèle, mais on a un certain nombre d'employés qui est issu de l'immigration, en haut de 10% notamment. Donc, on peut faire une demande pour un ajout, si je peux dire, là, au niveau des questionnaires. Donc, avoir une bonification qui va pouvoir cibler un peu mieux cette particularité-là au niveau de la gestion de notre main-d'œuvre. Donc, j'avais déjà dans ma présentation parlé ou présenté le groupe Ambition. Donc, c'est l'entente, comme je disais, avec l'organisation qui fait un peu une différence avec nos autres programmes, c'est-à-dire que cette organisation-là va travailler conjointement avec vous. Donc, il va y avoir un contrat qui va devoir être pris avec cette firme-là et par la suite, vous montez vos plans d'action. De notre côté, une fois que nous, on émet les certifications, une fois que vous répondez aux standards justement de qualité qui nous permet d'émettre la certification, ça va être bon pour un cycle de 2 ans. Donc, au terme justement du 2 ans, nous, on va s'attendre à ce qu'il y ait de l'amélioration au niveau de vos pratiques de gestion et on va vous redemander par la suite là, de réaliser un nouveau sondage que le BNQ va pouvoir analyser pour un cycle subséquent de certification. Il y a certains standards, entre autres, oui, c'est destiné, je dirais, à la petite entreprise, à la moyenne, à la grande entreprise. Donc, on a de la demande variée au niveau de notre clientèle, mais on a un critère d'entrée, si on peut dire. Donc, on s'attend à ce que minimalement l'organisation 10 employés et plus au niveau là, un des critères, justement. Et par la suite, on doit cibler notre personnel pour répondre au sondage et on doit atteindre un taux de participation de 70% de nos gens qui répondent, donc du personnel qui a été ciblé. Et pour obtenir la certification, également, il y a un autre critère, c'est qu'on doit, pour une certification initiale, avoir un résultat global de 70% et plus là, en termes de satisfaction en lien avec les 69 questions que je vous parlais. Merci Isabelle. Donc, en bref, je parlais de 69 questions, mais sont réparties, entre autres, en 13 pratiques de gestion. On a sorti les principales. Donc, vous allez être questionné à vous améliorer justement au niveau des conditions de travail, formation, qui sont donnés au personnel. On va voir également l'ambiance, la qualité de vie au travail, l'organisation du travail, l'implication et la participation des employés au niveau des processus décisionnels dans l'organisation, des aspects qui vont toucher la rémunération, les avantages sociaux, ainsi que les perspectives professionnelles à l'intérieur de l'organisation. Donc, encore une fois,
je dirais une des plus-values de cette certification-là, c'est que le sondage est ciblé au niveau de vos employés et ça va vous permettre de vraiment avoir l'heure juste par rapport à la perception des employés en lien avec vos pratiques de gestion, tout en travaillant sur des plans d'action, sur vos forces, ce qui est toujours important, et également travailler sur des opportunités d'amélioration dans le but de bien positionner notre marque employeur et de pouvoir justement, je dirais, améliorer certains enjeux, notamment l'attraction et la rétention de notre personnel. Au niveau la deuxième, le troisième, je devrais dire, mais le deuxième dans mon cas, la deuxième présentation, on parle d'une demande grandissante au niveau de l'aspect sécurité. Donc, la norme ISO 45001, en fait, anciennement, qui origine de OSHA 18001. Donc, il y a eu je dirais une mise à jour, une transition dans les dernières années. 45001 a été publié en 2018 et nos clients, actuellement, on avait une période de 3 ans pour faire la transition. Donc, on est à la fin de cette troisième année-là. Donc, dorénavant, les clients qui désirent se certifier ou de démontrer qu'ils ont un système de gestion conforme au niveau d'un standard international. Donc, c'est la norme 45001 qui doit dorénavant être, je dirais, le référentiel en matière de prévention. Isabelle nous parlait un peu tantôt. On avait certaines statistiques au début de la présentation. Naturellement, une qui retient l'attention en termes là, de prévention, c'est le coût des lésions ou le coût des accidents de travail. Si on parle au Québec, l'IRSST, ce que vous avez vu, si on parle d'environ une moyenne aux alentours de 33 000 pour un accident. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des coûts naturellement pour l'organisation, mais il y a également des coûts humains qui sont calculés là, derrière ces éléments-là. Donc, ça peut souvent être un incitatif pour l'organisation à mettre de l'avant un système de gestion pour améliorer l'aspect de la prévention au travail. Donc, au niveau de la norme 45001, que vous visez ou non la certification, nous, on constate que c'est un excellent outil naturellement pour, je dirais, mettre les meilleures pratiques en matière de prévention pour organiser notre système de santé-sécurité dans le but ultime, hein, c'est de réduire les accidents. On a un devoir naturellement légal en matière de prévention au Québec et également naturellement un devoir moral de s'assurer que nos gens vont travailler dans un environnement sain, autant pour les risques physiques et également les risques psychosociaux. La norme, justement, 45001 fait également mention d'inclure l'aspect psychologique à l'intérieur, justement, du programme ou du système de gestion. C'est une norme qui est basée, une norme ISO, donc une norme qui est basée sur un système d'amélioration continue avec le fameux Plan Do Check Act qu'on voit dans les normes, par exemple, qualité ou les normes d'environnement. C'est un élément qui peut faciliter aussi là, une transition ou faciliter à intégrer votre système de gestion. Par exemple, pour les clients qui ont déjà une certification ou qui ont déjà un système ISO en place, il y a un moyen de pouvoir combiner justement, par exemple, des programmes de qualité, des programmes environnement et justement un système de gestion au niveau de la SST. Un point super important de ce programme-là, c'est qu'on vise à tous les niveaux hiérarchiques la participation active des membres de notre organisation. Donc, contrairement à ce qu'on voyait avant dans OSHA 18001, où qu'on n'allait pas chercher nécessairement le leadership de la direction, dans 45001, c'est au cœur de la démarche, c'est au cœur du système. On doit faire participer nos gens, on doit aller chercher justement un engagement fort de la direction, mais surtout un leadership proactif en matière de prévention. Dans le but de quoi? Dans le but d'identifier convenablement les dangers, si on est capable de les éliminer, c'est l'idéal, mais ultimement identifier nos risques pour nos employés. Une fois qu'ils sont bien identifiés, c'est de les évaluer convenablement dans le but de mettre des moyens de prévention qui vont être efficaces. Donc, l'efficacité dans cette norme-là devient également super importante car on a un devoir de résultat. Donc, on a une attente de résultat en lien avec la norme 45001 de réduire les accidents de travail. Tu peux la changer, s'il vous plaît, Isabelle. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est, bon, je comprends qu'on fait un survol aujourd'hui, c'est une présentation imagée justement là, du système de gestion. Donc, je vais essayer de survoler les différents chapitres de la norme. Donc, il faut comprendre que si on désire aller vers la certification, premièrement, avoir pris connaissance de la norme. On a beaucoup de questions de clients à l'occasion qui n'ont même pas encore fait cette étape-là. Donc, ça devient super important. Et le deuxième élément, c'est en fait de s'assurer qu'on implante, je dirais, chacune des exigences avant même de viser la certification. Donc, le système doit vivre à l'intérieur de l'organisation. Et ce que vous voyez à l'extérieur un peu du système
c'est ce qu'on appelle dans la norme, c'est le chapitre 4. Donc, c'est l'ensemble des enjeux internes et externes. Donc, voir de quelle façon le contexte externe va ou interne va influencer justement en termes de risque pour nos employés. Si je prends l'exemple de la dernière année et demie, c'est assez facile d'avoir des exemples concrets, de voir comment que certaines décisions politiques ou un certain encadrement externe à l'organisation peut avoir un impact direct sur l'organisation du travail, donc par défaut avoir un impact sur la gestion des risques. Donc, mais cette norme-là demande de prendre en considération justement l'ensemble des intrants, donc l'ensemble des enjeux externes et internes qui auront un impact au niveau de la gestion des risques. Tantôt, je vous disais un élément clé fondamental, je dirais même, c'est le leadership participation des employés. C'est ce que vous voyez au centre de notre schéma actuellement. On doit aller chercher, je dirais, le leadership fort que je parlais. Donc, on doit démontrer qu'on est visible, on est crédible au sein comme direction au sein de notre organisation. On doit donner les ressources financières, humaines et matérielles pour arriver à nos objectifs. Et un élément super important également de cette norme-là, on doit faire participer nos employés dans les différents processus, donc dans les différents mécanismes de prévention. C'est pas juste les consulter via un comité qui se rencontre une fois ou 3 mois, mais c'est vraiment des impliquer dans les démarches d'une façon proactive, ne serait-ce que par l'exemple sur le terrain de l'analyse de risque, d'aller valider dans quel contexte ils vont être exposés à certains risques, si les moyens de contrôle ou les moyens de prévention qui sont mis de l'avant sont efficaces pour convenablement les protéger. Donc, il y a réellement une implication de nos employés. Je parlais tantôt un plan do check tag, donc naturellement, c'est une norme ISO, donc le processus doit être planifié et ça va au-delà justement d'un simple programme de prévention. C'est qu'on doit réellement mettre un système de gestion en application. Il doit être supporté, comme je le mentionnais, par la direction, mais également un point important, c'est qu'on doit, à chacun des paliers hiérarchiques, si je peux appeler ça comme ça, on doit s'assurer que nos gens comprennent bien leur rôle. Pour être concret avec vous, par exemple, quand on parle d'intrants, donc au niveau de nos processus d'achat, les équipements qu'on achète, le matériel qu'on fournit à nos employés, donc s'assurer en amont le plus possible qu'on réduit les risques, voire même les éliminer. Ce que je vois de plus en plus également dans les systèmes qui sont robustes, les systèmes qui sont rigoureux en prévention, ça va vraiment aller dans le processus ARH, donc dans l'accueil de nouveaux employés, dans l'embauche de nouveaux employés, voir des critères, maintenant on le voit dans les organisations, reliés justement à l'aspect SST pour s'assurer que nos gens vont être un bon fit avec notre culture organisationnelle. Donc, la norme va jusque là. Donc, au niveau support également, les formations, l'aspect de la communication SST. Comme auditeur, chapitre 8, ce qu'on voit aussi dans le cercle bleu, c'est je disais tantôt, une obligation d'efficacité. Donc, nous, on va aller valider sur le terrain la mise en application de vos processus. Donc, on doit dépasser le cadre documentaire et s'assurer vraiment qu'on rend la démarche vivante sur le terrain. Donc, on est capable de réduire au maximum justement les risques pour nos employés. On doit également mettre en place des indicateurs de performance sur chacun de nos processus et les évaluer dans une perspective d'amélioration. Donc, on s'attend également à ce qu'il y ait une revue de direction, par exemple, au terme de l'année pour réajuster le tir et s'assurer qu'on améliore continuellement et qu'on réduit d'année en année les risques pour nos employés, autant au niveau sécurité physique qu'au niveau, comme je le mentionnais tantôt, plus au niveau psychologique. Peut-être une petite image pour vous quand je dis que ça doit être intégré à l'ensemble de l'organisation. Ce qu'on voit, c'est la pyramide, je vais mettre dans mes mots, la pyramide inversée en termes d'efficacité de nos moyens de prévention. Donc, le mindset ou l'état d'esprit que l'organisation doit travailler. C'est pour ça que je parlais même d'inclure l'équipe d'ingénierie, inclure l'équipe ARH pour essayer de réduire nos risques. C'est qu'on doit viser l'élimination à la source. C'est l'article 2 de la loi au Québec pour ceux qui sont familiers avec l'aspect plus légal, on doit viser, on doit tendre vers l'élimination à la source des dangers dans nos organisations. Est-ce que c'est toujours atteignable? Non. Par la suite, c'est de travailler à réduire au maximum le risque. Par exemple, avec des moyens comme la substitution, donc modifier nos méthodes de travail, modifier nos façons de faire, modifier nos équipements. Donc, par exemple, dans des phases d'ingénierie, dans des phases de conception, ça peut être d'excellents moyens. Ou sinon, combiner des contrôles ou des moyens de prévention technique, contrôle d'ingénierie avec l'aspect documentaire, l'aspect formation, les méthodes de travail, les rencontres de début de corps, par exemple, qu'on peut avoir avec nos employés et les combiner avec des équipements de protection individuels qui vont être adaptés au travail et surtout que les gens vont être en mesure d'être formés, de bien les porter. Donc, c'est une combinaison de tout ça. Donc, ça devient un état d'esprit dans lequel l'organisation doit avoir une vision stratégique de continuellement penser à
comme je le mentionnais, à réduire à la source le plus possible les risques auxquels nos employés sont exposés. Je sais qu'on vous a donné beaucoup d'informations en pas beaucoup de temps. Naturellement, je vais avoir accès à la présentation. Ce que Isabelle et moi et Alexandrine, on a travaillé, en fait, c'est de résumer les propos qu'on vient de tenir, donc de faire un comparable des trois différents programmes avec le focus. Donc, un peu l'emphase de la norme ou l'emphase de la certification, certains critères clés pour pouvoir être certifié, par la suite, les cycles de certification, les vérifications que nous, on va faire au niveau du BNQ, donc l'implication du BNQ d'une firme externe, une firme impartiale dans la démarche. Et ultimement, les coûts. Bon, c'est sûr que les coûts, si on regarde entreprise en santé 45 001, souvent, ça va être en fonction de différents critères. Donc, c'est plus simple, je dirais, là, si jamais les démarches vous intéressent, de nous contacter directement, Isabelle, comme responsable de programme, pour pouvoir y aller avec des évaluations un peu plus précises. Dans le cas de 45 001, c'est un petit peu plus complexe en ce sens qu'il y a une évaluation de risque basée aussi sur les opérations. Donc, l'évaluation, on ne peut pas nécessairement donner un prix au téléphone. Donc, il y a beaucoup de discussions à avoir avec la clientèle. Mais on voulait vous donner, somme toute, un portrait qui résume les propos qu'on vient de tenir dans les dernières minutes. Excellent. Donc, merci, Guillaume. Moi, je vais juste faire un bref survol sur la norme santé-sécurité psychologique et le guide pour les travailleurs expérimentés, puisqu'il n'y a pas de programme de certification, mais juste pour, je pense qu'elles sont d'intérêt pour les personnes présentes ce matin. Donc, la norme santé-sécurité psychologique, c'est une norme nationale qui a été élaborée en 2013, reconduite en 2019, si je ne me trompe pas. 18 ou 19, là, je ne veux pas commettre d'impair, mais elle a été reconduite telle qu'elle puisqu'elle répondait toujours à la réalité et aux besoins exprimés, parce qu'une norme, elle est là pour répondre à un besoin, en fait, qui a été exprimé dans la communauté ou qui a été identifié. Donc, et cette norme-là, en fait, la base de la norme, c'est les facteurs du milieu de travail qui peuvent avoir une incidence sur la santé psychologique des individus. Donc, vous voyez, il y a en images et en mots 13 facteurs dans le milieu de travail qui peuvent avoir une influence. Donc, si ces facteurs-là, disons, je cherche la bonne terminologie, là, s'ils sont pas bien gérés, mais ils sont présents. Si je prends politesse et respect, par exemple, je pense que ça va être plus facile d'y aller comme ça. Donc, on a une bonne culture dans notre organisation au niveau de la politesse et du respect. Ça va avoir une incidence positive sur la santé et sécurité psychologique. À l'inverse, s'il y a beaucoup d'incivilité, tout ça, ça va avoir un impact défavorable. Donc, il y a 13 facteurs comme ça qui ont été identifiés par un comité d'experts. Puis, je pense que je vais faire un tout petit aparté. Une norme s'est élaborée de façon consensuelle, puis il y a des gens représentant différents partis. Dans les cas des normes santé mieux-être, mais on va avoir, par exemple, des groupes, des représentants d'employeurs, des groupes de représentants d'employés, des associations qui peuvent amener une lumière, une expertise et effectivement, parfois des experts triés sur le volet sur le sujet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est écrit par le normalisateur seul. Là. Le normalisateur, lui, il s'occupe de gérer le comité. Donc, c'est pour vous dire que dans une norme, quand on regarde ce qui est inscrit ou dans ce cas-ci, les facteurs de risque identifiés, dites-vous qu'il y a énormément de travail fait par différentes parties qui se sont entendues pour arriver à ce constat-là. Donc, et la norme, bien qu'elle n'ait pas de programme de certification connu, ce que je vous dirais, elle peut vous aider grandement
à bonifier ou à vous aider dans vos programmes d'amélioration entreprises en santé, par exemple, mais également, comme Guillaume vient de vous le parler, ISO 45001. D'ailleurs, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le nouveau projet de loi de refonte de la LSST va également inclure de façon plus importante ce sujet-là. Donc, pour cet élément-là, c'est ce que j'aurais à vous dire. Puis, sur les travailleurs expérimentés, quelle belle banque de candidats potentiels que sont nos travailleurs expérimentés. Par contre, il ne faut pas nécessairement penser qu'ils auront envie de faire la même quantité ou le même travail qu'ils faisaient avant de prendre leur retraite. Donc, il y a dans ce guide-là des bonnes pratiques. Donc, justement, concernant l'équilibre de la vie personnelle, la vie professionnelle, le changement de rôle, les tâches, ils peuvent être fort utiles dans du transfert de compétences. On peut les aider à s'orienter ou se réorienter pour aller chercher leur intérêt puis combler un besoin que nous aurions. Donc, c'est tous des exemples de bonnes pratiques qui sont recensés là. Je pense que c'est encore un guide un peu méconnu et je vous encourage fortement à aller le consulter. Pour ce qui est de ce guide-là, pour ce qui est de la norme entreprise en santé, les normes ISO, ce sont des normes qui sont vendues par l'ISO, mais dans le cas du guide des travailleurs expérimentés et la norme entreprise en santé, ce sont des normes gratuites que vous pouvez aller télécharger sur notre site. Donc, encore plus un incitatif, vous n'aurez pas à débourser pour prendre connaissance des bonnes pratiques qui y sont recensées. Merci Isabelle. Donc, on aurait une autre question pour vous. Pensez-vous que les normes ou les certifications peuvent vous aider justement à répondre à certains de vos enjeux de main-d'œuvre actuellement? Donc, si on fait un retour sur la question précédente en début de présentation, là, on vous a fait un survol rapide de trois différents de nos programmes en matière de certification. Donc, pensez-vous que ces certifications-là ou ces normes peuvent vous aider justement à répondre à certains de vos besoins? Je pense que ça semble être unanime au niveau oui. On a 59 personnes qui ont répondu, peut-être encore laisser quelques secondes. Super. Isabelle, si tu pourrais me changer s'il vous plaît. Excellent. Donc, on voit effectivement que certains de vos besoins, certains de vos enjeux, on peut apporter une certaine assistance, une certaine aide. Donc, comme je le disais, nous, c'est une présentation un peu plus pour vous augmenter la visibilité de certains de nos programmes. Dans un prochain temps, assurément, ça va me faire plaisir d'aller plus en détail avec vous s'il y en a qui ont des questions un peu plus spécifiques au terme de cette rencontre-là. Mais ultimement, pourquoi la certification? Mais tantôt, j'ai parlé de vision stratégique. Donc, c'est un peu le but d'aller chercher l'engagement de la direction, d'aller chercher le input, si on peut dire, les ressources humaines, financières, matériel pour mener à bien nos projets, c'est qu'on veut qu'il y ait une orientation stratégique pour pouvoir justement répondre à des besoins grandissants au niveau de la main-d'œuvre ou certaines préoccupations, certains enjeux dans les organisations. Également, la certification on ne le cachera pas, va aider à maintenir une certaine rigueur. Donc, sur une base annuelle, si on prend entreprise en santé ou 45.1, sur une base annuelle, on va aller auditer. Également, au niveau de la certification, emploi remarquable, et on s'attend également à une certaine augmentation au niveau des résultats. Donc, à chaque 2 ans, il y aurait une remise à jour du sondage. Donc, dans ces contextes-là, c'est sûr, ça fait en sorte que ça maintient un niveau de rigueur, un niveau de faire avancer les choses dans les organisations. Et également, on est une tierce partie indépendante.
Donc, on s'assure que naturellement la démarche est intègre et la démarche est impartiale tout au long des différents processus. Donc, ça a un autre avantage. Une fois que vous obtenez la certification, bien, il y a un saut justement de qualité qui vient avec justement le processus. Si on simplifie ce qu'on essaie, on se fait souvent poser des questions sur le processus de certification. Donc, dans un premier temps, vous allez rentrer en contact avec nous, responsables de programme comme Isabelle. On va avoir une demande d'information, donc on ne va pas répondre davantage à vos questions. Une fois que vous voulez aller de l'avant avec une certification, il va y avoir une demande, je dirais, de certification initiale. Donc, parallèlement, il va y avoir l'aspect contractuel avec le BNQ et également, le dossier va être transféré à un auditeur. Ce qui fait en sorte qu'une des étapes clés dans une certification initiale, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une revue documentaire. Donc, on va pouvoir regarder avec vous le système de gestion, regarder avec vous l'aspect documentaire avant d'aller plus loin dans le processus. Donc, dans l'éventualité où il y aurait trop d'éléments qui dérogent, si on peut dire, aux exigences de la norme, à ce moment-là, le client va déjà être avisé et ça va être à lui de réajuster le tir ou sinon retarder l'audit. Par la suite, une fois que ce processus-là est enclenché, que le système, en guillemets, est jugé adéquat, on va pouvoir procéder à la planification de l'audit initial, donc de l'audit en vue d'obtenir la certification. Et c'est au terme de cet audit-là qu'il va y avoir une analyse par le BNQ, donc il va y avoir une évaluation du dossier qui va être fait avant d'émettre la certification, avant d'émettre justement le certificat de conformité à la norme en question. Donc, en conclusion, je ne sais pas si c'était Alexandrine ou sinon je peux le prendre. Pourquoi faire affaire avec le BNQ? Ben, il y a la qualité, je pense, au niveau du personnel, la rigueur également, l'intégrité dans nos processus. Je venais juste d'en parler. Nous, on va s'assurer que les éléments sont conformes à la norme, oui, mais qu'il y a un haut standard en termes justement de rigueur et d'intégrité dans la démarche. Organisation impartiale également pour le BNQ. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais ajouter un élément à cette. Moi, j'aurais envie d'ajouter qu'on est un organisme québécois, donc qui offre autant les services en français qu'en anglais. Déjà pour ça, nous sommes un bon choix, mais effectivement, notre personnel est hautement qualifié. On répond aux plus hauts standards de notre accréditeur parce que nous-mêmes, comme certificateurs, on est évalués annuellement. Donc, on accorde une importance particulière à la formation des auditeurs, qu'ils soient à l'interne ou en sous-traitance avec le BNQ. Évidemment, on vérifie avant chacun des dossiers, avant chaque attribution d'un dossier à un auditeur qu'il est bien impartial parce que c'est la valeur de la certification qui est en arrière de ça. Donc, et on a le BNQ. Alexandrine, d'entrée de jeu, vous présentait les différents secteurs dans lesquels on agit. Donc, on a plus de 80 programmes de certification, puis on a parmi nos clients plus de 2000 sites certifiés par le BNQ. Donc, c'est juste un petit topo pourquoi on pense que vous devriez faire avec nous. Puis moi, je ne me gênerai pas, je vais vous le dire, on est les meilleurs. Bien, je pense qu'en tout cas, pour le personnel hautement qualifié, Isabelle, Guillaume, là, vous l'avez démontré tout au courant de votre présentation. Donc, on va pouvoir passer à la période de questions. On en a reçu quelques-unes et j'aimerais que vous puissiez répondre. Donc, tout d'abord, on va commencer avec une question qui sème souvent la confusion. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quelle est la différence entre la normalisation et la certification? Question très importante et très intéressante. Donc, la normalisation, ce sont les gens qui vont élaborer les normes par processus consensuel avec ce qu'on appelle dans notre langage un comité équilibré où on représente, par exemple, des fournisseurs, des clients, des experts, etc., pour en venir à un consensus pour élaborer une norme. Donc,
la normalisation, c'est ce volet-là. La certification, ce qu'on fait, c'est que quand il y a une norme, je vous passe certains détails techniques, mais la plupart des normes peuvent avoir un programme de certification, mis à part certaines exceptions. Et donc, un organisme comme nous d'élaboration de normes et de certification peut développer des programmes de certification. Et la certification, en fait, c'est la vérification dans une organisation que l'ensemble des exigences prévues à la norme sont appliquées conformément dans le milieu et c'est ce qui va vous donner le sceau ou le certificat qui va attester que comme organisation, vous répondez aux exigences de la norme et qu'une tierce partie indépendante comme la nôtre, donc une partie tout à fait neutre, qui n'est pas en affaires avec vous, donc il n'y a pas de contact privilégié avec vous, va rendre une décision et dire oui, cette entreprise-là est conforme aux exigences. Donc, c'est deux secteurs distincts au BNQ, mais la certification va s'inspirer de ce qui est, va partir de ce qui est fait en normalisation pour élaborer des protocoles de certification. Merci, Isabelle. Une autre question d'ordre général. Quelle est la différence pour le BNQ entre les risques psychosociaux et les risques professionnels? J'aurais envie de me lancer, Guillaume, je te laisserai compléter par la suite. Peut-être les risques psychosociaux, là, on parle vraiment des risques à la santé psychologique des individus. Donc, ce qui peut avoir un effet vraiment. Les risques professionnels incluent les risques psychosociaux. Donc, les risques professionnels, c'est les risques à la santé physique ou à la sécurité physique. On va penser, par exemple, à la sécurité des machines, au travail en hauteur, aux procédures de cadenassage. Je vous donne différents exemples, là. Mais on va plus, généralement, on va plus penser à ça quand on parle de sécurité, mais on doit aussi penser à la sécurité psychologique. Je vous donnais des exemples tantôt. Ben, les ambulanciers, les premiers répondants, je vais y aller de façon générale, les premiers répondants, policiers, ambulanciers, pompiers, peu importe, qui arrivent sur un événement difficile. Puis on a eu un bel exemple là, il y a quelques jours. Il y a un pompier qui est décédé en service en voulant porter assistance, mais ses collègues euh, sans aucun doute, puis on l'a vu par image aussi, ont été terriblement. Ça fait partie des risques psychosociaux, mais une fois identifié ce type de risque-là qui peut survenir, parce qu'on s'entend que ce type d'accident-là, on ne le prévoit pas, on ne veut pas qu'il survienne, mais qu'est-ce qu'on fait pour atténuer ces choses-là? Est-ce qu'on doit mettre en place, par exemple, des séances de debriefing, des choses comme ça? Fait que, les risques psychosociaux sont vraiment liés à la santé psychologique puis aux facteurs qui peuvent avoir un impact, comme les 13 identifiés dans la norme santé-sécurité psychologique, mais également les risques 8 qui sont formulés un peu différemment dans la norme entreprise en santé, mais qui traitent, somme toute, des mêmes préoccupations puis des mêmes sujets. Guillaume, tu aurais quelque chose à ajouter? En fait, aucun complément de réponse de mon côté, très bien résumé. Peut-être par rapport à ce que tu viens juste de dire, hier, j'auditais dans une très grande organisation et justement, son sujet à voir un peu les situations que tu viens de décrire et la notion de debriefing, d'accompagnement de psychologues organisationnels font partie justement là, des mécanismes qu'ils mettent en place pour supporter leur personnel. Donc, ta réponse, elle englobe l'ensemble des éléments que tu viens de mentionner. Donc, je n'aurai pas d'autres compléments. Merci. Donc, peut-être pourriez-vous dire s'il y a une différence entre le bien-être au travail et la qualité de vie au travail, qui sont deux termes là, qui ont été abordés dans le cours de la présentation? Oh mon Dieu, comment je vous dirais ça?
en fait, il y a eu des débats sémantiques sur est-ce qu'on devrait dire bien-être, est-ce qu'on devrait dire mieux-être. Moi, je pense que c'est donc première partie de réponse. Moi, je suis pas tant sur la linguistique que sur l'impact sur les individus pour favoriser. Puis le terme qualité de vie au travail est, oui, utilisé au Québec, mais a été beaucoup plus utilisé en France. Pour moi, c'est un synonyme. Je ne fais pas de distinction. C'est est-ce que nos gens qui travaillent dans nos organisations s'y sentent bien? J'aurais envie de vous le résumer aussi simplement que ça. C'est plutôt des synonymes. Puis oui, il y a certaines normes ou protocoles qui utilisent une terminologie plutôt qu'une autre, mais retenez l'essentiel, c'est comment on peut améliorer ou s'assurer que nos gens se sentent bien et sont bien chez nous et veulent y rester. Merci. Là, on a beaucoup de questions sur le programme Employeur remarquable. Bon, une petite question ici. Est-ce que les questions du sondage sont accessibles en ligne sur le site du BNQ? Non. Les questions ne sont pas accessibles sur le site du BNQ. Mais je voudrais ajouter un petit quelque chose. Je ne sais pas si il ne pourra pas parler, là, mais M. Bernier, Pierre Bernier du groupe Ambition devait participer à cette présentation-là. Si vous avez des informations complémentaires que vous voulez lui poser, vu que c'est lui qui réalise le sondage, je suis assurément certaine qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Comme vous aurez accès à la présentation, vous allez avoir l'information, mais je vous rappelle, il s'agit du groupe Ambition. Si vous cherchez dans Google, vous allez trouver le site web et vous allez pouvoir entrer en contact facilement avec M. Bernier, qui va se faire un grand plaisir de répondre à vos questions à ce sujet-là. Merci, Isabelle. Donc, ensuite, concernant le score de 70 devant être obtenu pour le sondage employeur remarquable, est-ce qu'un résultat global pour l'ensemble du sondage ou devons-nous obtenir 70 pour chaque domaine sondé individuellement? Oui, sans trop rentrer en détail, c'est le résultat global qui va être un des critères. Donc, par la suite, vous pourrez avoir des forces ou des faiblesses, là, comme je le mentionnais, sur certaines sphères. Ça serait travailler davantage, là, soit identifier comme des points forts, comme des leviers, justement, pour identifier votre image de marque, ou soit des éléments à améliorer. Mais c'est le score, le BNQ va s'attarder au niveau du score total, le score général. Parfait. Ensuite, on a des questions sur ISO, pour la partie ISO 45001. Mm-hmm. Donc, on demande, vous n'avez pas mentionné l'ISO 45003. Y a-t-il des écarts entre la 9700 803 qui est santé et sécurité psychologique? C'est ça. Vu que c'était une présentation sommaire, effectivement, la 45003 est un guideline, donc est un guide de bonne pratique pour aider justement, en fonction de ton système de management, à gérer les risques psychosociaux, les risques plus reliés à la santé mentale. Donc, c'est un bon point, c'est une bonne observation. J'aurais pu effectivement faire le lien, mais ISO a déterminé que la norme qui est certifiable est 45001 et a développé certains guides d'accompagnement, dont le 45003, justement pour supporter l'organisation à bien intégrer le volet psychosociaux dans la gestion des risques. Je vais apporter une petite précision. L'ISO 45003 est une norme qui a été élaborée à partir de la norme canadienne santé et sécurité psychologique. Donc, le sujet a été porté à l'ISO. Déjà que ISO 45001, ça a pris plus d'une vingtaine d'années à ce que les pays s'entendent pour voter favorablement pour une norme internationale en santé et sécurité psychologique. Vous comprenez, santé et sécurité au travail, excusez-moi du lapsus. Vous comprenez que si on travaille pendant 20-25 ans pour ce faire,
ben, une norme auditable comme la norme canadienne de santé et sécurité psychologique, c'était peu envisageable à l'ISO. 45 001 ayant été publié en 2018, mais c'est effectivement un guide de bonne pratique basé en très, 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 très grande majorité sur la norme canadienne. Donc, la norme canadienne, vous pouvez vous la procurer gratuitement sur le site du BNQ, alors que la norme 45 000, qui elle est certifiable. Il n'y a juste pas de programme de certification actuellement. Aucun certificateur a développé de programme de certification et 45 003 n'est pas auditable. Donc, si vous voulez bonifier votre système 45 001 pour ne pas payer une autre norme, ben, je vous invite à télécharger la norme canadienne santé et sécurité psychologique. Parfait, merci. Je vois aussi là, des réponses dans l'onglet questions-réponses. Il y a M. Bernier qui avait dit qu'il était possible de faire parvenir les questions aux personnes intéressées. Là, il est maintenant midi. Je vais me permettre d'étirer et de prendre quelques autres questions que je trouve intéressantes. Comme la séance est enregistrée, on vous laisse aller puis vous aurez accès là, à la période de questions dans l'enregistrement. Donc, rapidement, ici, un concept aussi que je trouve intéressant. Quelle est la différence entre la santé psychologique et la sécurité psychologique? Elle n'est pas très grande, je vous dirais. C'est souvent combiné. La sécurité psychologique, je dirais, je vais vous donner un exemple. Je le traduirais par un des risques potentiels identifiés qui est le soutien des collègues ou du supérieur immédiat. Donc, dans mon milieu de travail, est-ce que je me sens à l'aise de discuter ouvertement de problématiques sans crainte que je vais me faire taper sur les doigts? Exemple, je vis une situation difficile avec un collègue d'une autre équipe. Est-ce que c'est un sujet qui peut être abordé ou on va me rabrouer puis on va dire non, 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 etc. Donc, se sentir en sécurité psychologiquement, c'est sentir qu'on va être entendu, accueilli, écouté, sans jugement, puis en essayant de nous aider à trouver une façon de résorber la situation. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment plus là le niveau de la sécurité psychologique ou est-ce que est-ce que j'ai peur de me faire invectiver par des collègues ou par d'autres personnes? Est-ce que je me sens en sécurité psychologiquement? Est-ce que je sens qu'on n'atteindra pas en fait ma santé psychologique de façon. Parce que je dirais que c'est un peu plus ce volet-là au niveau de la sécurité que ça couvre. Donc, la capacité de se sentir à l'aise, bien pas jugé, sans cherche le bon terme, puis je veux vous le dire, puis il me vient pas, ça me reviendra. Mais il y a je pense que le mot jugement, étiquette, etc., est-ce que je suis à l'aise de discuter avec mon supérieur immédiat, que je vis des moments personnellement difficiles, que ça affecte mon travail et que ça va être accueilli, puis que je ne me sentirai pas jugée, étiquetée comme disant ah ben, elle n'est pas forte, elle est faible, elle n'est pas capable de s'en sortir. Fait que c'est un peu plus ça la notion de sécurité. Puis la santé psychologique, ben c'est l'état l'état psychologique. Puis j'ajouterais peut-être une nuance, c'est que la santé psychologique des individus là est pas égale d'une journée à l'autre et elle est même pas égale d'une heure à l'autre dans la journée. Il peut y avoir des petites variations. On apprend une nouvelle qui nous affecte un peu, ça peut changer, mais on tombe pas nécessairement dans la maladie à ce moment-là. C'est la réponse que j'aurais à vous offrir. Merci Isabelle. Avant-dernière question,
On a parlé brièvement du processus de certification. Donc, on nous demande quelles sont les grandes étapes, qu'est-ce qui est inclus là, dans l'examen de documents. C'est quelques documents clés qui sont demandés à l'audit initial pour vérifier. En fait, c'est nous on va aller évaluer le risque pour vous de réaliser l'audit ou pas. Donc, en demandant des documents clés, puis ils sont parfois un petit peu distincts d'un programme de certification à l'autre. À noter que pour employeur remarquable, il n'y a pas ça. C'est vraiment le sondage à remplir. Mais on va aller regarder certains documents pour dire, OK, ça, c'est la base, soit du système de gestion en santé et sécurité au travail, ou c'est la base de entreprises en santé. Et si on constate des écarts, que ça ne répond pas aux exigences, que ça nous soulève des doutes, ça nous permet d'aviser le client en disant on note des écarts ou on aurait besoin de précision. Et ça permet à l'entreprise de réajuster le tir avant la visite initiale, mais ça peut arriver, puis là, je ne vous dis pas que c'est fréquent, mais à quelques occasions que ça va amener une discussion entre soit le responsable de programme ou l'auditeur et le client en disant « Êtes-vous sûr que vous voulez qu'on se rende à la visite initiale à tel moment? On juge qu'il y a des écarts quand même significatifs et qui pourraient faire en sorte de soulever plusieurs non-conformités que vous devrez régler suite à l'audit. » Donc, c'est vraiment ça. Fait que c'est pas 100 documents qu'on vous demande, là, c'est quelques documents clés qui nous permettent de vous faire un portrait initial de où vous en êtes avant notre visite d'audit. Merci Isabelle, c'est bien résumé. Ici, là, on nous écrit, nous aussi, on le constate, mais visiblement, là, les gens avec nous aujourd'hui le constatent aussi. Il y a de plus en plus de normes ou de sceaux de certification qui sont disponibles sur le marché concernant les marques employeurs. Il y a quelqu'un qui demande, premièrement, est-ce que si on s'engage dans une certification, c'est pour la vie? Et est-ce qu'il pourrait y avoir des impacts considérant qu'une entreprise adhère à une norme et finalement, bon, se rétracte et va vers une autre certification? Quelle est votre opinion là-dessus? Bien, mon opinion, c'est que, en fait, la certification, c'est des certifications volontaires, hein, donc ça vous appartient. Fait qu'il y a des gens qui vont commencer avec une certification X et qui vont décider de poursuivre, pourraient décider d'aller vers, je vais donner un exemple de ce qu'on vient de parler, entreprise en santé, mais pour se rendre compte finalement que ce qui vise, là, la finalité, là, c'est bien plus la sécurité, c'est bien plus ça la sécurité. Fait qu'ils voudraient peut-être aller vers 45 000 €. Est-ce qu'ils sont obligés de garder l'autre certification? Non. Est-ce que ça aura un impact sur leur marque employeur? Je peux pas personnellement répondre à ça, mais assurément, ce que je vous dirais, c'est regarder dans votre organisation si vous souhaitez retirer ça, comment ça va être perçu par les individus. Est-ce qu'ils vont considérer ça comme un recul? Puis peut-être que vous choisirez de ne plus avoir la certification, mais que vous allez intégrer vos bonnes pratiques dans le cadre d'une autre certification, puis que vous aurez les mêmes résultats attendus. Fait que, je vous dirais, c'est dur pour moi de vous dire, est-ce que ça va avoir un impact? Ben, dans certains cas, je l'ai vu, je l'ai su, la réponse a été oui. Dans d'autres cas, je ne le sais pas du tout. Puis je pense que c'est chaque organisation qui doit faire cette évaluation-là, de dire, ben, si on se retire de la certification, c'est quoi l'impact à l'interne chez nous? Mais c'est aussi, c'est quoi l'impact sur peut-être des candidats. Dans le cas où vous utilisez, je vais prendre entreprise en santé, il y a la marque. Donc, la marque entreprise en santé avec le logo orange, puis c'est marqué entreprise en santé Élite ou Élite Plus. Cette marque-là, vous pouvez l'utiliser pour faire de la promotion dans vos affichages d'emploi, des choses comme ça. Mais bien évidemment, le moment où vous êtes plus certifié, vous ne pouvez plus l'utiliser.
oui, il y a des impacts, mais c'est à chaque organisation de faire cette évaluation-là, de dire, ben, est-ce que c'est risqué pour nous d'arrêter ou non? Merci. J'avais dit la dernière question, une toute dernière. Est-ce que la loi récemment adoptée vient modifier sensiblement nos systèmes de gestion de la SST? Ben, la loi adoptée, c'est un projet de loi, mais non, ça ne touche pas, c'est deux choses complètement distinctes. La loi n'oblige pas un système de gestion. Si on prend la LSST au Québec, on va avoir certaines obligations de l'employeur, donc c'est ça qui a été modifié au niveau, entre autres, l'article 51. Obligation de l'employeur. Donc, il y a un projet de loi qui va modifier. Isabelle en a parlé tantôt, entre autres, d'intégrer l'aspect de santé mentale là, dans l'identification des risques. Donc, en 51.5, on parle d'identifier, corriger, contrôler nos risques. Donc, là, on parlait davantage généralement de risques physiques. L'aspect santé mentale va maintenant rentrer en ligne de compte, mais le choix de mettre en place un système de gestion n'est pas un choix de conformité législative, si je peux dire ça comme ça. C'est davantage je veux dire, une vision stratégique de l'organisation de structurer sa façon de faire. Et dans certains cas, puis c'est bon pour cette certification-là, mais ça pourrait être vrai pour d'autres, des donneurs d'ouvrages, on le voit de plus en plus pour 45001, des donneurs d'ouvrages vont exiger des certifications de fournisseurs dans certains cas. Donc, c'est les forces du marché qui vont peut-être pousser des fois certaines organisations à se pencher sérieusement là-dessus. Mm-hmm. Super. Donc, je crois qu'on a fait un beau tour de ce qui existe en termes de normes et de certifications qui favorisent la santé et le mieux-être, donc les programmes du BNQ. Donc, on vous remercie d'être resté avec nous là, jusqu'à la toute fin. Puis, comme on le mentionnait, on va vous faire parvenir dans les prochains jours l'enregistrement, la présentation. Vous aurez aussi là, nos coordonnées pour nous contacter si vous avez des questions là, plus spécifiques en lien avec votre organisation. Donc, on vous souhaite une belle journée. Un gros merci à tous.